Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, je vous amène dans la période d'après-Révolution française. Découvrir un personnage oublié du grand public. Il a même été un exemple dans son domaine. Les plus grands noms de la gastronomie française se sont inspirés de lui, tels que Pierre Hermé, le nôtre, et même Auguste Escoffier. Il a été très important pour la diplomatie française, avec ses pièces montées en pâtisserie, qui sortaient tout droit du monde des frères Grimm. Cet homme, qui a été le premier des chefs, se nomme Marie-Antoine Carême. Je suis Michael, et aujourd'hui je te raconte son histoire. Né le 8 juin 1783 et issu d'une famille nombreuse, Carême a su sortir du lot. À son jeune âge de 10 ans, son père ne pouvant plus venir à ses besoins, Carême a dû prendre un chemin, celui de l'aventure du travail. « Va, petit, dans ce monde il y a de bons métiers, laisse-nous languir. La misère est notre lot, nous devons y mourir. Ce temps-ci est celui de belle fortune. Il suffit d'avoir de l'esprit pour en faire une. Et tu en as. Va, petit, il se peut que ce soir ou demain, quelque bonne maison s'ouvrira à toi. » Voici les mots de son père, le jour de son abandon, en 1794. Nous sommes dans les années post-révolutionnaires, et à cette époque, les têtes étaient facilement coupées. Les gens étaient arrêtés sans preuve, c'était l'époque du règne de la terreur. Et c'est pour cela qu'il change de nom. Il passe de Marie-Antoine Carême par Antonin Carême. C'est un nom qui se rapprochait un peu trop de la reine Marie-Antoinette. Et on sait comment elle a fini. Après quelques années à faire la plonge, à éplucher les légumes et écailler le poisson, Antonin, 16 ans, est embauché comme marmiton chez le pâtissier Bailly, l'une des maisons les plus réputées de Paris. Ses aptitudes et son coup de main sont vite remarqués, au point qu'en un mois, il est nommé premier tourrier, en charge de la réalisation de la pâte feuilletée. Et pour vous en exclusivité, un petit instant pâtisserie. La pâte feuilletée est réalisée à partir d'un mélange d'eau, de farine et de sel. On y incorpore du beurre, puis on étale la pâte, et on la replie plusieurs fois sur elle-même. Cette opération, appelée tourrage, permet de créer des couches de pâte et de beurre superposées, ce qui donne à la pâte feuilletée son aspect léger et feuilleté lors de la cuisson. C'est à lui aussi qu'on doit deux créations très connues, le vol au vent et le dessert que tout le monde adore, le millefeuille. Si le millefeuille a ce nom, c'est notamment par rapport à sa pâte qui ressemble à plusieurs feuilles posées l'une sur l'autre. Allez, revenons sur notre chef. Promu à l'âge de 17 ans sous les ordres de Jean Avis, ce dernier est pâtissier à l'hôtel Galifie où est installé le ministère des Relations extérieures de M. Talleyrand. Toujours dans la même boutique de M. Bailly. Lors de ses temps libres, Carême va apprendre à lire et à dessiner l'architecture, qui va lui être très utile dans les années suivantes. Reconnaissant son talent, M. Bailly le prépare pour qu'il devienne indépendant, stipulant qu'il sera libre de le quitter dès qu'une meilleure offre se présentera. Et c'est tout naturellement qu'il ouvre sa boutique. Et le tout Paris vient chez lui. Mais il la ferme très rapidement en 1813 pour se consacrer à servir uniquement la bourgeoisie. Ses réalisations ne passent pas inaperçues, au point de taper dans l'œil de Talleyrand, le ministre des Relations extérieures. Ce dernier vient de recevoir pour mission de développer une gastronomie diplomatique de la part de M. Napoléon. Si l'empereur est indifférent à la bonne chère, il a compris l'importance des relations sociales dans le monde de la diplomatie. Pour cela, il pousse son ministre à acheter le château de Valencin qui se trouve dans l'Indre pour recevoir comme il se doit les diplomates et les souverains étrangers. Talleyrand met alors le jeune Carême, âgé de 20 ans, au défi. Il lui demande d'imaginer un an de menus variés. Le jeune cuisinier s'exécute et réussit son texte avec brio. Le voilà au service de la France pour plus d'une dizaine d'années. Si son talent est reconnu à cette époque, c'est parce qu'il fait des pièces montées qui ressemblent beaucoup à de l'architecture grecque, romaine et autres. Ce n'étaient pas les pièces montées que nous connaissons aujourd'hui à base de choux, mais des croques-en-bouche de fruits enrobés d'un caramel. Considérant l'art culinaire comme une branche de l'architecture,
il dessine lui-même ses pâtisseries avec beaucoup de goût et d'après les meilleurs modèles qu'il emprunte à Vignolles ou Palladio. C'est aussi à lui qu'on doit la création de meringues et de poupelins. C'est en 1815 que vient l'apothéose de sa carrière, à Vienne, servir les intérêts de Louis XVIII. Et oui, après la chute de Napoléon, la France était très peu appréciée et Talleyrand a le devoir de se réconcilier avec l'Europe entière. Et avec qui il part à Vienne? Monsieur Carême. Les négociations étaient très longues et Talleyrand demande à son chef un dessert qui pourrait se manger tout en négociant. Et c'est là que naît le diplomate. Alors, le diplomate, c'est de la brioche rassis et un peu grillée, des fruits secs trempés dans du rhum, une préparation œufs, lait et sucre. On met le tout dans un plat, direction le four, et on le sert avec de la crème anglaise. Attention, publicité. Je vous montre comment on le réalise avec la recette sur Instagram de Raconte-moi son histoire. Reprenons avec notre chef. Comme vous pouvez l'imaginer, la cour européenne, impressionnée par son talent, veut se l'arracher. Le mec, c'est le Kylian Mbappé de la pâtisserie de l'époque. Et sa première destination, c'est la Russie. Il va cuisiner pour le tsar Alexandre Ier. Mais il reste moins de 3 mois. Là-bas, le tsar n'étant pas présent parce que monsieur était en campagne, plutôt que de goûter les bons plats du jeune français, il travaille aussi en Autriche pour l'empereur François Ier. Et il continue son ascension pour travailler en Angleterre, pour le futur roi George IV, où il développe une cuisine plus diététique afin de soulager le souverain qui souffre de crise de goutte. Voici une phrase célèbre de Antonin Carême. « Je souhaite que chaque citoyen de notre belle France puisse manger de la bonne nourriture. » Ah, quelle belle phrase. Marie-Pierre Ray, historienne spécialisée de la Russie, qui s'est beaucoup penchée sur le cas Carême, a dit « Antonin Carême considère que la gastronomie n'est pas de la gloutonnerie, il est un adepte d'une cuisine plus allégée que celle de ses contemporains, moins riche en viande, dont les cuissons lentes se font à base de vin. Il préfère les cuissons plus courtes où le produit reste plus naturel. Il cuisine aussi beaucoup plus de poissons qu'un certain nombre de ses prédécesseurs. En cela, il est attaché à cette idée qu'une bonne cuisine peut être un gage de vie plus longue. Dans ce sens, c'est un pionnier. C'est à lui qu'on doit également l'un des accessoires emblématiques de la panoplie du parfait cuisinier, la toque. Avant Antonin Carême, le personnel œuvrant dans les cuisines de l'Ancien Régime portait un bonnet en coton. Selon l'intéressé, ce dernier faisait penser à celui des malades. Dans les hospices, un cuisinier devait annoncer l'homme en bonne santé, tandis que notre bonnet ordinaire nous rapprochait beaucoup trop de l'état de convalescence. C'est pourquoi il a garni son chapeau d'un rond de carton permettant ainsi de surélever le tissu et de dissiper la chaleur de la tête plus rapidement. Un souci d'hygiène mais aussi de prestige. Depuis, la toque est devenue le symbole d'excellence de toute une profession. Elle est encore aujourd'hui arborée par tous les plus grands cuisiniers. De retour en France, en 1826, Antonin Carême finit sa carrière au service du banquier James de Rothschild. Il décède 7 ans plus tard, à l'âge de 49 ans, sans doute à cause de nombreuses fumées toxiques qu'il a inhalées dans les cuisines au cours de sa vie. Il avait l'habitude de cuisiner au charbon de bois. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur lui, il est aussi auteur de 2 ouvrages célèbres qui ont su aider les pâtissiers et cuisiniers à développer la pâtisserie et la cuisine d'aujourd'hui. Le pâtissier pittoresque et le pâtissier royal, où il y a beaucoup de ces dessins qui montrent ces châteaux, ces pièces montées qui sont simplement magnifiques. Je pense que si la France est célèbre pour sa cuisine aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il est le précurseur notamment de la pâtisserie. On a beaucoup de chance aussi de pouvoir goûter les meilleures pâtisseries et de se dire qu'à une époque, les gens moins fortunés ne pouvaient pas s'offrir une pâtisserie. Donc profitez de chaque petite pâtisserie sucrée et qui vous permet de voyager. Merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous vendredi pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. C'était l'épisode 2 de la saison 1, le révolutionnaire de la gastronomie française. C'était Michael et je vous dis ciao.